les mois à 10 heures, je vous les rends à 14 heures. Et pendant ces 14 heures, vous spéculez, vous les rendez. C'est aussi simple que ça. Et donc, par conséquent, Tobin disait c'est un vrai scandale, ce truc. D'abord parce qu'on comprend bien, tout le monde comprend pourquoi c'est la monnaie qu'on achète et on prend le plus. Parce qu'une monnaie, moi je disais, voilà, la monnaie X, elle vaut 10, mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'une monnaie ne vaut jamais 10 piles, elle vaut 10,0003421. Vous voyez? Et vous allez jouer sur ça. Et petit à petit, au fur et à mesure que vous gagnez là, vous gagnez ici, puis vous gagnez ici, puis vous gagnez ici, puis vous finissez par gagner là. Vous comprenez? Et donc, par conséquent, c'est ça qui est intéressant. Et c'est très facile, je répète, c'est très facile. Là, je viens de vous donner un cours de spéculation. Chacun d'entre vous, maintenant, peut s'enrichir. Et c'est légal. C'est absolument légal. Donc, c'est pas illégal, c'est parfaitement légal. Et donc, par conséquent, c'est tellement facile qu'il y a beaucoup de gens qui font ça toute la journée. Maintenant, c'est même robotisé. Il y a des ordinateurs qui font ça, qui achètent, vendent, achètent, vendent des milliers de fois par jour. Alors, Tobin disait, voilà, il suffirait que chaque fois que je fais une opération, ben, je vais ajouter une taxe de 0,01%, mettons 0,01%. Vous voyez? Si je vends 0,1%, si je vends 10 fois, eh bien déjà ce 1 va passer ici, n'est-ce pas? Donc ça va faire du 0,10. La taxe que je vais payer, c'est 0,10, puisque je vais payer 10 fois. Ça. Et si je continue à spéculer 10 fois encore, ça va me faire du 1% cette fois-ci. Si je fais encore du 10%, ça va me faire 10 fois, ça va me faire du 10%. Et si je fais encore 10 fois, ça fait du 100% et j'en ai plus de capital. Vous avez compris? Hein? Donc, cette taxe qui paraît si petite, vous voyez qu'en très peu d'opérations, elle devient du 100%. Et elle empêche la spéculation. Donc, par conséquent, Tobin disait, nous on veut qu'il y ait du marché d'échange, c'est pas question. Le marché d'échange, ça doit servir à qui? Une entreprise qui vend, une entreprise helvétique, qui vend à l'Europe. Ben, c'est normal qu'il y ait un échange entre des francs suisses et des euros. Si elle vend aux États-Unis, c'est tout à fait normal. Il y a un marché d'échange, c'est la vie même de l'économie depuis la nuit des temps. Mais les monnaies ne sont pas faites pour spéculer avec elles. Les monnaies, normalement, selon Tobin, sont des objets intransitifs, disons. Ça sert à acheter, ça ne sert pas à être acheté. Or, c'est devenu les objets les plus achetés, les valeurs les plus achetées. Donc, par conséquent, voilà, le système Tobin, qui n'a jamais été mis en place, bien entendu, visait les marchés d'échange. Nous, ce que nous avons dit, c'est le système Tobin, il faut l'étendre à l'ensemble de la spéculation financière. À l'ensemble de la spéculation financière, parce que qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que le néolibéralisme? Eh bien, c'est le fait que l'économie financière, comme je vous ai donné tout à l'heure les chiffres et la différence, l'économie financière aujourd'hui, c'est elle qui crée la richesse. Aujourd'hui, si vous voulez, sur une richesse de 10 créée, 9 est créée par les instruments financiers. Seulement 1% est créé par l'agriculture, l'industrie et les services. Donc nous vivons dans un univers qui est complètement faussé. Parce que, si vous voulez, nous avons de la TVA sur quoi? Nous avons de la TVA sur le commerce des objets concrets. Quand j'achète cette bouteille d'eau, je paye une TVA. Mais quand j'achète 100 milliards de yens, je ne paie pas de TVA. C'est pas tout à fait normal. Vous comprenez? Donc ce que Tobin a proposé, même si lui-même ne s'en est pas aperçu, c'est la TVA sur les spéculations financières. C'est ce que nous proposions. Et nous le proposions avec tellement de conviction que de la même manière qu'on a inventé la TVA, puisque la TVA, comme vous le savez, n'a été inventée qu'après la Seconde Guerre mondiale, elle n'existait pas avant.
Après la Première Guerre mondiale, on a inventé l'impôt sur le revenu, qui n'existait pas, qui était pratiquement inexistant. Et tout le monde pensait qu'on ne pourrait jamais créer l'impôt sur le revenu, etc. Ça s'est créé, ça s'est étendu, ça s'est universalisé. Et la TVA, de la même manière, la TVA sur l'achat des produits, ça s'est universalisé. Pratiquement, il n'existe pas, à part les paradis fiscaux, des pays où il n'y a pas de TVA. Parce que, évidemment, le commerce, je veux dire, est un élément fondamental du jeu économique et l'État, légitimement, doit percevoir une partie de cet échange. Hein? S'il veut encore garder des fonctions d'État, s'il veut garder des services publics. Et donc, nous disons aujourd'hui, quand 90% de la richesse du monde se crée dans le secteur financier, ben, il est évident qu'il doit y avoir une TVA pour les échanges financiers. Or, elle n'existe pas. Alors, dans certains pays, effectivement, elle commence à se créer. Hein? Et, alors, par exemple, quand nous avons parlé de taxe Tobin, et nous avons créé un taxe comme ça, d'ailleurs, je dois rappeler, on fait ici l'archéologie, que moi, j'avais simplement écrit un article. Et dans cet article, j'avais donné le mode d'emploi, j'avais donné le nom. Voilà, il faudrait, je disais, créer une association qui défendrait cette idée. Et je disais, et cette association devrait s'appeler ATTAC. Voilà, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, et je disais à quoi ça correspondait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous avons reçu des milliers de lettres. Dans les jours qui ont suivi, des milliers de lettres. Et pas des lettres d'individus, évidemment des lettres d'individus, mais nous avons reçu des lettres de syndicats, de grandes organisations syndicales, pas seulement françaises, allemandes, italiennes, espagnoles, etc., sans doute helvétiques, qui nous disaient, mais c'est pas, enfin, il ne faut pas juste le dire, il faut créer maintenant cette association. Vous devez la créer. Et je me souviens que dans le journal, enfin, à l'époque, ceux qui venaient nous voir, nous mettions ces lettres dans des caisses. Et à un bout d'un moment, moi, je ne pouvais plus entrer dans mon bureau tellement il y avait de caisses avec des lettres. Et donc, on s'est dit, on va être obligé de le faire. Et voilà, vers, disons, quelques mois plus tard, on a organisé une sorte de réunion uniquement d'organisations de mouvements sociaux, pas d'individus, uniquement des organisations sociales, hein, des mouvements, des associations, des syndicats, etc. Et on s'est mis d'accord, il y a une discussion, certains n'étaient pas d'accord, ont quitté, mais d'autres sont restés, et nous avons dit on va créer cette association ATTAC, et voilà, on a rédigé des statuts, enfin ils ont rédigé des statuts, etc. Moi j'en ai pas fait partie parce que, en tant que journaliste, je pensais que c'était pas juste d'être à la fois journaliste et en même temps d'être dans une association qui devenait un acteur social, qui est devenu très vite un acteur social. Pensez que, souvenez-vous que la première grande bataille des mouvements sociaux contre le néolibéralisme incarné, c'est la bataille de Seattle. Seattle, c'est 1999. Et ATTAC est un des acteurs centraux de la bataille de Seattle, qui était la bataille contre l'OMC. Personne ne connaissait l'OMC à l'époque. C'est nous qui avons commencé à développer l'idée que, d'abord, s'intéresser à l'économie, ce n'était pas très compliqué, parce que l'économie, vous voyez, et notamment l'économie financière, essaie de faire croire que c'est quelque chose de tellement difficile qu'il ne faut pas que les citoyens s'en mêlent. Mais nous, je suppose qu'il y a des amis d'ATTAC dans la salle, que je salue bien entendu très chaleureusement, bien, nous avons dit, non, précisément ATTAC est une école d'éducation populaire, et on va montrer, comme je l'ai fait tout à l'heure ici très rapidement, que les choses ne sont pas si compliquées, et qu'on comprend très bien comment ça marche. Donc, quelles sont les organisations, hein, l'OMC, évidemment le FMI, etc., le CDE, quelles sont les organisations, qu'est-ce qu'elles font, et qui sont nos représentants là-dedans? Alors, qui est le représentant de la Suisse au sein de l'OCDE? Qui l'a nommé? Quand a-t-il été nommé? Quel est son mandat, par exemple? Que fait-il? Que défend-il? Ou au sein du FMI? Vous voyez, des questions comme ça. Nous avons commencé à nous poser ces questions, et donc très vite, des gens qui
des mois auparavant auraient cru que l'économie ou la finance était quelque chose de spécialiste, ont compris que pas du tout. Chaque citoyen peut avoir une opinion, et une opinion fondée, sur ces aspects. Et donc, voilà, les batailles ont commencé à se mener, et ensuite, nous avons créé le Forum social mondial. Dès 2001, nous avons créé le Forum social mondial pour que, nous l'avons créé à Porto Rico, comme pendant, si vous voulez, on l'a fait en même temps que le Forum économique mondial, qui a lieu ici, là, à Davos. Et pour faire en quelque sorte le symétrique inversé de Davos, nous l'avons fait dans le sud, dans le pays du sud, mais en même date. Et on a invité tous les mouvements sociaux à venir à Porto Alegre. Et en fait, un forum social mondial, vous savez, ça fonctionne comme une université. Voilà, nous sommes à l'université. Je suppose que certains d'entre vous y sont allés. Et ce sont des cours, il y a des économistes, il y a des experts, il y a des philosophes, il y a des syndicalistes qui viennent raconter comment ils luttent ici ou là contre la liquidation des services publics, contre la privatisation de l'eau. Et des gens comme par exemple Evo Morales, qui aujourd'hui est à la tête de la République, à l'époque il était venu là-bas comme syndicaliste cocalero, vous savez, des agriculteurs qui cultivent la feuille de coca. Ou bien Correa, qui aujourd'hui est président de l'Équateur, était venu comme économiste expliquer le fonctionnement de l'économie, etc. Et les gens se formaient les uns les autres. Fernando Lugo, par exemple, qui ensuite a été président du Paraguay, qui a été renversé, vous vous souvenez, l'an dernier d'un coup d'État, était venu aussi suivre les cours, lui-même me l'a raconté. Il m'a dit, moi c'était connu quand tu faisais des conférences à Bakou, on parlait des médias. Il disait, il faut s'intéresser aux médias, parce que les médias, c'est l'instrument idéologique de la globalisation, etc. Il faut organiser des groupes de réflexion sur les médias. Bon. Donc tout ça, si vous voulez, ça a été une lutte, et nous disions, si on ne fait rien, le système va imploser. Et c'est pas qu'on ne veuille pas l'implosion du système, je dirais que, à la limite, on peut même le souhaiter. Mais ce n'est pas souhaitable parce que les victimes principales d'une crise sont les plus humbles, les plus modestes. Donc nous disions non, nous ne voulons pas, nous ne parions pas sur la politique du pire. Nous voulons des réformes qui ramènent précisément la dynamique, disons, de l'économie, qui la ramènent au service de la société et non pas au profit exclusif de quelques spéculateurs. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, quand en 2007, l'affaire de la crise du logement aux États-Unis a commencé, avec la crise des caisses d'épargne, etc., nous avons senti venir la crise. Et quand en 2008, le 15 septembre 2008, vous voyez, on vient là aussi de commémorer l'anniversaire, il y a eu la chute de la banque Lehman Brothers, la 4e banque d'investissement du monde, dont on pensait qu'elle était trop grande pour faire faillite, too big to fall, comme disent les Américains. Eh bien, on a vu que non, qu'on était arrivé à un délire et à une folie de la spéculation qui avait plus de too big to fall. Qu'aujourd'hui, on pouvait être énorme et s'effondrer. Et on a vu ensuite que des pays eux-mêmes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les banques, le système bancaire s'est effondré, tout le système bancaire international et le système économique mondial a failli collapser. Et s'il n'a pas collapsé, c'est parce que les États ont aidé les banques. D'abord, les Américains ont nationalisé les banques. C'est-à-dire, ils ont fait exactement ce que Lénine avait fait en 1917, ce qui est quand même... Et c'est Bush qui l'a fait, d'ailleurs, souvenez-vous. C'est Bush qui a nationalisé General Motors et qui a nationalisé la banque, parce qu'elle allait s'effondrer. Et une fois de plus, nous avons vu comment, en quelque sorte, on privatise les profits, mais on étatise les pertes. C'est-à-dire que les pertes, c'est tous les citoyens qui les payent. Mais quand il y a du profit, c'est que les banquiers qui les reçoivent.